Pour transformer un pays comme la France, le sujet est aussi d'ouvrir les sphères de décision publique au monde tel qu'il est. Entrepreneur, scientifique, universitaire, il a tous les talents. Il va nous expliquer, fort de son expérience dans la Silicon Valley, comment disrupter les cabinets ministériels. Je vous demande d'accueillir Michel Morvan. Merci. Si j'étais président, vaste programme. Juste une petite question avant qu'on commence. À votre avis, dans les cabinets ministériels, vous avez combien de personnes qui ont créé une start-up dans leur vie, qui ont été entrepreneurs dans leur vie? Pas tant que ça, en fait. J'ai posé la question à un des nombreux ministres qui s'occupait de ces questions et qui visitait la Silicon Valley, parce que tout le monde le fait, c'est très à la mode. Et la réponse était, il n'y en a pas. Combien de membres de cabinet viennent de quartiers sensibles? Il n'y en a pas tant que ça. Alors, les cabinets, ils sont composés de gens extrêmement brillants, qui ont fait des études très brillantes, mais qui se ressemblent beaucoup. Ils vivent au même endroit, ils mangent au même endroit, et ils regardent le monde de la même manière. Alors, c'est peut-être un peu caricaturé, mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne le chômage. On va créer des emplois aidés. Non, en fait, on va arrêter de donner des aides aux chômeurs parce que finalement, ça les incite à rester chômeurs. Le terrorisme, on va mettre des soldats dans la rue. Non, j'ai une idée, on va construire un mur et on va se protéger comme ça parce qu'ils ne passeront pas le mur. Le réchauffement climatique, non, en fait, on ne va rien faire parce que c'est une invention des Chinois. Ils ont fait ça juste pour qu'on ne soit pas occupé à défendre notre économie. Ou alors, on va tout passer aux renouvelables dans les 15 ans qui viennent. En fait, quand vous êtes président, vous êtes en face de problèmes d'une infinie complexité, une très très grande complexité, où dès que vous faites quelque chose à droite, ça a un impact à gauche. Et vous ne pouvez pas regarder ces problèmes silo par silo. Vous devez utiliser des solutions qui vont être des solutions complexes, parce que les problèmes sont complexes. Prenez un exemple, l'énergie. Est-ce qu'il faut plus de centrales nucléaires? Est-ce qu'il en faut moins? On va avoir des renouvelables qui vont arriver en masse. Mais on a aussi un énorme réseau de transmission électrique qu'il va falloir renouveler. Il vieillit, il a été créé il y a 50 ans. Et on ne peut pas penser ces problèmes seulement en France, parce que maintenant, il y a des gros câbles qui passent d'un pays à l'autre, et toute l'Europe est liée sur les problématiques électriques. Et si on fait quelque chose, nos voisins font quelque chose, ça va avoir un impact sur nous. Il y a des impacts, bien sûr, sur l'emploi, il y a des impacts sur l'environnement. Et encore une fois, tout est lié à tout. Et il est impossible que les solutions simples ou que les solutions d'hier marchent, fonctionnent, soient des solutions pour demain ou pour simplement aujourd'hui. Vous savez, c'est Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. » Et on a vraiment besoin d'aller chercher des nouvelles approches, des nouvelles solutions à ces problèmes infiniment complexes qui sont ceux auxquels un président, le prochain président et les autres seront confrontés. Il y a une approche qui peut être intéressante, et moi en laquelle je crois beaucoup, et vous verrez dans quelques instants pourquoi, c'est d'arrêter de voir la complexité comme un problème. C'est d'accepter que le monde est complexe. Mais souvenez-vous ce que je vous disais il y a quelques instants, si j'appuie à droite, ça a un impact à gauche. Alors bien sûr, ça peut faire peur, parce qu'on se dit, mais tout peut bouger. Mais imaginons qu'on arrive à savoir ce qui se passe quand on appuie à droite, et savoir à quel endroit ça impacte. Peut-être qu'en fait, en prenant les bonnes décisions, en prenant des décisions optimales, on arriverait à obtenir des effets extraordinaires. Alors, c'est ce qui se passe dans l'industrie. De plus en plus, les décideurs, pour prendre les décisions dans les environnements les plus complexes, utilisent des outils, y compris des outils technologiques, pour les aider à anticiper, y compris dans des environnements vraiment où il y a beaucoup d'interactions, anticiper l'impact de leurs décisions, même si ce qui se passe ne s'est jamais produit dans le passé. Et finalement, ce sujet, c'est un des sujets clés, comment gérer cette complexité. Alors pourquoi je vous parle de ça? J'ai passé personnellement les 20 dernières années de ma vie à travailler sur la complexité, d'abord comme académique, où j'étais professeur à l'École normale supérieure de Lyon, et je dirigeais un institut de recherche sur la complexité. Et puis ensuite, j'ai créé une société, une start-up qui travaille là-dessus et qui est une start-up technologique qui aide les dirigeants des grands groupes à prendre des décisions optimales dans les environnements les plus complexes. Et c'est bien sûr
très technologique, mais c'est très concret. Pour vous donner juste un petit exemple, RTE, le réseau de transmission électrique français, je vous parlais tout à l'heure des problématiques de l'énergie. Chez RTE, il y a une dépense de 700 millions d'euros chaque année pour maintenir et renouveler le réseau électrique. Et quand vous devez faire des choix comme ça, avec un réseau vieillissant, si vous prenez le mauvais choix, si vous faites les mauvais arbitrages budgétaires, vous pouvez plonger la France dans le noir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être plus tard. Et en utilisant ces technologies, c'est des choses qu'ils arrivent à faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous parle de ça. Il y a des outils technologiques pour faire ça. Alors, vous savez, en 2008, il y a eu une révision constitutionnelle. Il y a une décision fantastique qui a été prise. On ne peut plus voter une loi s'il n'y a pas eu au préalable une étude d'impact. Alors, c'est formidable, en même temps, c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'avant 2008, on votait des lois sans jamais avoir fait d'étude d'impact. Bon, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, depuis 2008, joie, félicité, on fait des études d'impact. Alors, comment on les fait? Soit en utilisant les technologies du 19e siècle, le papier et le crayon, soit en utilisant des technologies du 20e siècle, comme le fichier Word, pour faire des dossiers, ou peut-être, encore une grande innovation, le PowerPoint, ou alors, allons, n'ayons pas peur des mots, le fichier Excel. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que pour faire ces études d'impact, on utilise des technologies du 21e siècle, qui sont utilisées de plus en plus dans l'industrie, et qu'on les applique. Mais ça ne suffira pas si on fait ça. On ne pourra pas régler le problème si on fait ça. Parce qu'il faut des idées originales pour savoir les scénarios qu'on va tester. Et ces idées originales, aujourd'hui, 80% des lois qui sont votées sont issues du gouvernement. C'est des projets de loi. Donc ça veut dire que c'est issu des cabinets ministériels. Vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure? C'est des gens très brillants, mais tous les mêmes. Et on a besoin de diversité pour avoir des idées originales. Et je vais vous donner un exemple. Moi, je vis dans la Silicon Valley, donc la diversité est très, très valorisée. Et dans ma start-up dont je vous parlais tout à l'heure, on est petit, hein, on a 70 personnes, la société s'appelle Cosmo, nos employés se surnomment eux-mêmes les cosmonautes, et on a 70 cosmonautes. Et ces 70 cosmonautes, ils viennent de 13 pays différents, ils ont 13 nationalités différentes. Sur 70, c'est pas mal. Ils parlent 11 langues différentes. Ils ont travaillé sur les 5 continents, et ils sont issus de 60 universités différentes. Ce n'est pas 3 ou 4 grandes écoles de la région parisienne, c'est 60 universités différentes. Comment on fait ça? On décide de faire ça. On décide qu'il y a une immense valeur à faire ça. On décide que la diversité du pays, on en a besoin dans l'entreprise. Et on va chercher ces personnes-là, on va chercher des gens qui ont fait des parcours originaux, qui sont passés par des chemins de traverse, ont une expérience, et c'est ça qu'on va valoriser. Si j'étais président, une chose que je ferais, s'il y a un point sur lequel je peux avoir un impact, c'est la composition des cabinets. Le reste, je ne sais pas, mais ça, je peux décider. J'imposerais que la diversité incroyable du pays, on la retrouve dans les cabinets ministériels et dans mon propre cabinet. En conclusion, ces 2 idées pour attaquer les défis de la complexité du XXIe siècle, utiliser la technologie du XXIe siècle et faire confiance à la diversité du XXIe siècle. Je vous remercie de votre attention. Merci Michel. Merci Michel.